Bonjour. Un journaliste a écrit que le rire, c'est comme la mécanique ou la plomberie. Mieux vaut s'adresser à un professionnel agréé. Avec 15 ans de métier derrière elle, cette humoriste est une garantie de bonne humeur et de bon humour. Cette semaine, je vous propose de gratter avec moi le rouge dont elle est toujours vêtue et qui signe visuellement son image pour découvrir Anne Roumanoff. Bonjour Anne. Bonjour. C'est vrai que le rouge, ça va bien aux brunes, hein? C'est vrai. Vous êtes en rose, vous. Bah oui. Et puis finalement, je me rends compte que ce que vous portez, ça colle pas trop avec ce que je dis. Mais bon, c'est vrai que le rouge, principalement, vous J'aime bien les couleurs vives, voilà. Visuellement, vous avez bien raison. Alors vous, votre vocation, elle est née, vous étiez quand même très jeune, vous aviez 12 ans et demi. Oui. C'est très important, les et demi à cet âge-là. Et c'est Sylvie Joly qui est à l'origine de votre vocation. En fait, j'étais en vacances en Normandie, à la campagne, et j'écoutais beaucoup la radio parce que mes parents n'avaient pas la télé, ils étaient un peu genre contre la télé, donc je passais mon temps scotché à écouter la radio. Et je me rappelle que j'étais assise à une table et j'ai entendu Sylvie Joly faire un sketch. Je ne savais pas du tout qui c'était. Et je suis restée la bouche ouverte, comme Jeanne d'Arc qui entendait voix. Et je sais pas, j'ai comme eu un... Et le soir, il y avait des amis de mes parents et j'ai fait un sketch. Le sketch que j'avais entendu le matin à la radio, je l'ai reproduit, mais pas... J'ai jamais appris par cœur. Je l'ai refait, quoi. Et les gens ont rigolé. Et je me suis dit, tiens. Et l'ami de mes parents qui était là ce soir-là m'a dit, mais tu devrais prendre des cours de théâtre. À 12 ans et demi, c'est ce que vous avez fait finalement? Ben oui, j'ai rentré à Paris, après donc l'été est passé, j'ai regardé dans les pages jaunes de l'annuaire, j'ai trouvé le téléphone du cours Simon. Il faisait des cours pour enfants le mercredi après-midi, puis j'ai été. Alors après, vous avez enchaîné différents cours de théâtre. Vous avez un petit peu galéré quand même, parce que vous avez essayé le conservatoire, ça n'a pas marché. Le concours de la rue Blanche, ça n'a pas marché. 3 fois. Oui, 3 fois. C'est bien de En même temps, j'ai galéré, c'est des concours très difficiles. C'est-à-dire que, je crois que maintenant c'est encore pire, mais à l'époque, il y avait déjà peut-être 900 candidats pour 20 places. C'est quand même... Il y avait beaucoup de gens qui l'ont raté, il n'y a pas que moi, quoi. Mais c'est vrai que j'avais du mal à trouver ma place dans le système traditionnel, même quand les gens montaient des compagnies de théâtre dans les cours, je veux dire, même des trucs amateurs pas payés, on ne me proposait pas, les castings, ça ne marchait pas. Donc j'étais un petit peu... j'arrivais pas à trouver ma place. Je voulais faire ce métier, mais je ne savais pas comment. Et au moment où vous avez décidé d'entamer des études à Sciences Po, parce qu'il faut bien faire quelque chose de sa vie, puis rassurer les parents et peut-être se rassurer soi-même, vous aviez abandonné votre rêve? Ah non, du tout. Non, j'ai fait Sciences Po en me disant que je voulais être actrice et que je faisais Sciences Po pour gagner ma vie au cas où ça ne marcherait pas. Donc tout en faisant Sciences Po, j'ai continué les cours de théâtre. J'avais une espèce de double vie parce qu'à Sciences Po, c'était très BCBG et tout ça. Et à les cours de théâtre, c'était très... très... Ah, monte tes photos, t'as un book, tu vas à un casting, elle est bien ta scène. Dans les cours de théâtre, à Sciences Po, c'était très... Oh, tu vas être actrice, pourquoi tu n'intègres pas la Comédie Française? Ah oui, vous le disiez? Non, pas moi. Des gens à Sciences Po me demandaient, mais pourquoi tu n'intègres pas la Comédie Française? Je dis, j'aimerais bien, mais bon... Et dans les cours de théâtre, quand je disais que je faisais Sciences Po, on me fait « Oh, mais tu es intellectuelle !» Ah ouais. Donc c'était quand même deux mondes très très différents. Ça vous a intéressé Sciences Po quand même? Vous avez ouais, le droit de dire non, hein. Si, c'est-à-dire ce qui était bien, pour moi, c'était la seule grande école où il n'y avait pas de maths, quoi. Donc comme j'étais nulle en maths, tout ça, donc mais c'était plus par élimination. Et il y avait, ce qui m'a intéressé, c'est quand j'ai fait la section information et communication, les médias, tout ça, ça m'intéressait. Mais la science politique en elle-même, je trouvais ça mortel. Surtout ce que je trouvais mortel, parce que moi j'ai fait une section politique, économique et sociale, c'est de passer des heures, je dis des heures, à étudier des documents pour trouver que les catholiques, justement, parlons-en, des catholiques, quand on était catholique, pratiquant et paysan de plus de 65 ans, on votait plus à droite que quand on était urbain, moins de 25 ans. Il fallait étudier des statistiques pendant des heures pour démontrer cette idée qu'on... Je trouvais ça, c'est le principe, justement, de la science politique, c'était ça. Ça, je trouvais ça d'un ennui, je comprenais pas pourquoi il fallait prouver une hypothèse. Ça me rendait folle, quoi, d'étudier des sondages, des statistiques. Alors heureusement, le Club Med est arrivé par-dessus, quand même. Vous avez c'était la première fois finalement que vous testiez votre humour sur un public, enfin... Oui, tout à fait, parce que dans les cours de théâtre, j'ai fait quelques fois des sketchs, mais à chaque fois on me disait c'est bien, mais c'est pas du théâtre. Donc j'étais vexée comme un pou, et je voulais plus faire de sketch. Et donc j'ai redoublé la dernière année de Sciences Po quand même, et après je suis partie géo Club Med l'été pendant 1 mois et demi. Et là j'ai osé me lancer sur scène devant un public de vacanciers, quoi, et j'ai écrit mes premiers sketchs là. Et là, ça a commencé à faire mouche, en fait. Ah, tout de suite, le premier soir. En plus, je les avais écrits l'après-midi, donc c'était même pas un truc très travaillé, quoi. Je me moquais des gens qui allaient au Club Med, et ça a très bien marché tout de suite. Et ensuite est apparu Saint-Guy Luxe.
Oui. Oui, donc après, je suis rentrée à Paris, j'ai repassé des concours de théâtre. Pareil, on n'a pas voulu de moi. J'ai passé des auditions dans les cabarets. On n'a pas voulu de moi, mais j'avais l'habitude, je ne me suis pas découragée. Finalement, il y a un cabaret qui m'a quand même bien voulu m'engager. Et puis après, en effet, je suis passée très vite à la télévision grâce à Guélux dans la classe. Et après, tout s'est enchaîné. Ouais, ça a dû être quand même un sacré choc des cultures, on va dire, entre la classe... Un gros choc culturel. Ah oui, parce que moins d'un an avant de me retrouver à la classe, j'étais sur les bancs de la rue Saint-Guillaume. Parce que quand même, à l'époque, maintenant, ils ont fait un peu de mixité sociale, mais à l'époque, c'était quand même très BCBG. Et même les gens qui n'étaient pas... Il y avait des gens de province, des gens issus d'un milieu plus simple, mais tout le monde, le moule Sciences Po, BCBG, était là, quoi. Donc même les gens qui n'étaient pas issus de ce milieu-là, cherchais à s'y conformer, donc c'était quand même... Et à la classe, c'était quand même autre chose. C'était des blagues de cul, c'était des trucs... C'était pas toujours très fin. Non, mais je parle, il y avait ce qu'il y avait à l'antenne, il y avait hors antenne, et hors antenne, c'était quand même bien pire, quoi. Et moi, j'étais un peu tétanisée, quoi. Et puis, eux, ils me considéraient un peu comme une extraterrestre aussi, parce que puis je connaissais rien, moi, au show business, le mode de fonctionnement, la télé, enfin... Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 22 ans. Ah oui. Donc j'étais toute jeune. Toute jeune. Ouais, j'étais jeune. J'étais jeune dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, à 22 ans, on peut être plus ou moins mûr. Moi, j'étais très jeune, très naïve, très... J'avais passé des années à étudier, vous voyez ce que je veux dire? J'étais très protégée, finalement. Oui, et là, j'étais plongée dans un truc. Bon, j'étais très contente parce que je passais à la télé, mais c'est vrai que c'était... Et en même temps, ça a donné le coup d'envoi. Après, il y a eu les Blancs-Manteaux, deux spectacles Blancs-Manteaux. Il y a eu Ruquier et Rien à cirer, qui vous a fait aussi exploser sur un plan plus national, peut-être. Puis maintenant, il y a tous les spectacles que vous faites. En fait, non, la classe m'a donné une autorité. J'étais reconnue dans la rue tout de suite, du jour au lendemain. L'émission de Ruquier que j'ai fait pendant 5 ans, ça m'a fait plus connaître, on va dire, des professions intellectuelles, c'est-à-dire cadre, profession libérale, tout le public de France Inter. Et c'était assez marrant parce que pendant un temps, à la sortie de spectacle, il y avait soit des gens qui m'avaient vu à la classe, donc c'était « Alors Anne !» Non, j'exagère, mais il y avait un peu ça. Et puis d'autres « Oh, j'aime beaucoup vous regarder, Rien à cirer !» Donc c'était vraiment un peu... Pendant les premières années où j'ai fait ce métier, c'était un peu le fond de mon public. Il y avait les gens qui m'avaient connue par la classe et les gens par France Inter. Et c'était des gens c'était rare, c'était pas les mêmes, quoi. Vous auriez pu faire quel autre métier si vous n'étiez pas humoriste aujourd'hui? Journaliste. C'est vrai? Oui. Non, j'adore poser des questions aux gens. Ah ça, j'ai pu remarquer avant qu'on commence l'émission. Hein. J'adore savoir la vie des gens, les petits détails. Les questions que je vous ai posées, est-ce que vous êtes mariés, vous vivez où, vous avez quel âge? Mais c'est pas, c'est pour tout le monde. Et puis souvent les gens viennent me raconter leur vie aussi, donc, mais parce que je pose des questions et puis je sais bien susciter la confidence, mais c'est de la curiosité. Merci beaucoup Anne. Avec une grand-mère maternelle marocaine et un grand-père paternel russe, le mélange ne pouvait être que détonnant, explosif, à l'image de la couleur rouge qui la caractérise. Tout a commencé un certain 25 septembre à Paris, jour de sa naissance. Il se trouve que nous enregistrons cette émission le 25 septembre 2003 et que pour commencer cette thématique sur l'enfance, rien de tel qu'une bougie à souffler. Joyeux anniversaire Anne, joyeux anniversaire Anne. C'est adorable, merci. Je vous laisse, vous avez vu, il y a des... C'est mon premier gâteau de la journée en plus, on m'a déjà souhaité l'anniversaire, mais en plus c'est au chocolat, j'adore. Oui, je le savais, je me suis même fait disputer par votre agent et votre mari quand ils ont su que je préparais ça. Vous avez vu, on a mis une petite table à côté pour que vous puissiez. C'est super. Puisque vous soufflez bien les bougies. J'ai un an donc alors. Oui, bah, si vous voulez, vous avez l'âge que vous voulez. On s'en moque un peu quand même. Vous auriez voulu quoi comme cadeau d'anniversaire? Oui, j'en ai eu déjà. D'accord. Et de moi, enfin, je sais pas. Ah, de vous? Vous voulez m'offrir un cadeau? Non, je sais pas. Si vous pouviez, on pouvait vous offrir n'importe quoi, ce serait quoi? Un rôle dans un film. D'accord. Écoutez, oui. Non, on a eu Patrice Lecomte il n'y a pas longtemps dans l'émission. Il faudrait que je lui en parle. Alors. Non, mais je vous dis ce qui me vient comme ça. Maintenant, après, j'aurai peut-être une autre idée, mais là, c'est ça qui m'est venu. Un rôle dans un film. On va y penser. Alors, on va parler de votre enfance, qui a été une enfance heureuse. Vous étiez coincée entre 2 sœurs et un frère. Ça s'est bien passé? Je suis l'aînée. Vous êtes l'aînée? Oui, enfin, un peu coincée avec eux derrière à tirer, parce que quand on est l'aîné, il faut tout ouvrir, il faut tout tracer. Oui, mais non, je ne me sentais pas coincée. Non, j'étais plutôt, je commandais, quoi. Oula. D'accord, la chef. Bah oui, l'aînée, c'est un peu la chef. Ouais. Et non, c'était très bien.
Non, j'ai pas eu l'impression d'être coincée du tout. Plutôt, oui, d'être la chef, en effet. Et vous étiez quelle sorte d'enfant, enfin, quel caractère déjà très vive, très vive, oui, ça c'est Ouais. sûr. Un petit peu rondouillette. Oui. Pas grosse, mais des bonnes joues quand je vois les photos. Assez pour vous complexer? Non, mais non. Donc, je pense assez énergique comme enfant, pas très sportive. Alors ça, j'ai toujours un grave problème avec le sport. On est deux. Je me souviens qu'en gym, quand on était des groupes, j'étais toujours la plus nulle du groupe des nuls. Mais je me souviens même quand il fallait sauter en hauteur, je faisais rigoler parce que je n'arrivais pas, quoi. Je sautais vraiment, je sais pas, 60 cm, enfin des trucs, ça va pas, quoi. Vous étiez dans une famille où on se parle facilement? Ou au contraire, plutôt famille où il y a des tabous? Ah où on non, dit c'était pas les c'était choses? plutôt. Je suis née en 65, donc il y a eu la 68, donc c'était plutôt Ah un oui. peu. Mes parents, ils ont été en Inde, vous voyez. Assez baba. Baba non, parce qu'ils fumaient pas des pétards non plus, mais c'était quand même un peu. Vous voyez, je mangeais avec les doigts, ils disaient oh, c'est bien, elle s'exprime. C'est un peu côté, on fait ce qu'on sent. Ouais. Mais alors, en même temps, c'est pas trop de contraintes, quoi. Mais en même temps, c'est pas très bien parce qu'après la vie, il y a quand même des contraintes. Et le côté aussi, ouais, si tu te sens pas bien, t'as le droit de faire la gueule. Donc, vous voyez. Vous avez fait beaucoup la gueule. Oui, mais mon père est quelqu'un qui est aussi, quand il n'est pas content, il fait la gueule, mais ça pouvait durer plusieurs jours, quoi. Il était contrarié. Et j'ai un peu, au début, été comme ça, au début de ma vie d'adulte, quoi. Parce que j'avais vu ça comme exemple. Et c'est marrant, c'est tout le contraire de mon mari, dont les parents sont commerçants. Au contraire, sa mère était coiffeuse, très sociable. Au contraire, quoi qu'il arrive, on est aimable et on présente une façade d'amabilité. Mais c'est pas forcément une façade, d'ailleurs, ça correspond aussi à une vraie chaleur, une vraie... Alors que moi, c'était plutôt, dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on avait le droit de rentrer en soi-même et de faire la gueule. Donc c'est une culture, quoi. Et vous avez réussi à trouver des repères quand même pour vous construire? Parce qu'on a besoin de repères quand on est petit. Et si l'éducation est un peu lâche... Non, mais lâche, c'est-à-dire, il y avait quand même des choses que j'avais pas le droit de faire. Hein. J'avais pas le droit de tout faire. Mais j'avais le droit de faire beaucoup de choses. En plus, en étant l'aîné. Oui, non, mais en même temps, d'un côté, c'est bien parce que je crois que j'ai la sensation que tout est possible. J'avais pas l'impression qu'on n'avait pas le droit ou que les choses étaient impossibles. Et aussi le fait que mes grands-parents aient changé de pays, ça faisait que si je disais quelque chose à mon père, j'ai envie de faire ça, oui, comment tu comptes y arriver? Il me disait pas, c'est pas possible que tu sois actrice. Il m'a dit, jusqu'à quel âge tu te donnes pour échouer? Ce qui n'était pas... Oui, mais en même temps, ça m'était un... Donc c'est lui qui a insisté que je fasse des études, il voulait que j'apprenne à taper à la machine parce qu'il me disait qu'une secrétaire, elle a toujours du travail. Ouais. Et puis j'ai fait beaucoup de jeux aussi parce que on n'avait pas la télé et on allait beaucoup, il y avait une maison de campagne en Normandie, on allait beaucoup en week-end là et on faisait beaucoup de jeux dans le jardin et c'est moi qui commandais les jeux. Donc je dirigeais on était tout un groupe, il y avait les voisins donc... Avec nous, on était 4 enfants, plus les voisins, ça faisait 6. Et on jouait au bord de la rivière. On avait des magasins, on vendait de la terre, de la potée, vous voyez. Chef de bande, quand même. Ouais, voilà. Mais c'était beaucoup des jeux d'imagination, en fait. Quand j'y repense, où le voisin, il voulait absolument jouer à la guerre. Moi et ma soeur, on voulait pas. Là, on jetait des poupées dans le jardin. Puis lui, il faisait comme si les Allemands nous attaquaient. Du ciel, on faisait... Après, on ramassait les poupées. Puis moi et ma soeur, on les soignait dans un hôpital. On leur donnait à manger, on leur mettait des bandages sur leurs blessures. Puis après, quand on avait soigné, on les redonnait aux voisins qui les rejetaient dans le jardin. On recommençait. Et vous avez eu donc clairement une enfance heureuse, choyée. Vos parents ont été surpris, et vos frères et sœurs aussi, ont été surpris quand vous avez commencé à devenir connu et finalement arriver là où vous vouliez arriver, ou ils ont toujours su que vous y arriveriez? Non, je crois quand mon père m'a dit tu te donnes jusqu'à quel âge pour échouer, je me rappelle, j'avais 15 ans. Vous avez répondu quoi? J'avais dit 25 ans. Ah bah c'est bon. Je m'étais dit quand même à 25 ans, si j'ai rien fait comme actrice, j'arrête, parce que c'est vrai que je n'allais pas non plus m'acharner pendant 150 ans si c'était pas mon truc, quoi. J'aurais eu du mal à pas y arriver. Enfin, je veux dire, j'aurais choisi une autre voie. Franchement, si au bout d'un moment, il n'y avait pas eu de résultat, je suis un tempérament trop angoissé pour supporter ça, quoi. J'avais soif de gagner ma vie. J'ai aussi, quand j'étais adolescente, j'ai tout de suite voulu faire plein de petits boulots pour me prouver que j'étais capable de gagner ma vie, quoi. C'était très important pour moi, ça. J'ai toujours eu peur de manquer d'argent. Mais parce que quand je suis née, mes parents n'avaient pas tellement d'argent.
Et l'argent était un sujet de discussion à la maison. Alors c'est bizarre parce qu'on est 4 enfants et ma petite sœur est née quand mes parents étaient plus dans l'opulence. Elle n'a jamais eu ces angoisses que moi. J'écoutais les discussions. Mais je suis un tempérament anxieux de toute façon. Donc, et observateur, et j'entends et je comprends les choses. Donc en même temps, j'ai pris un peu cette peur à mon compte. Donc j'aurais pas pu supporter de ne pas gagner d'argent, quoi. La petite fille que vous étiez, elle serait fière de la femme que vous êtes devenue? Oui, surtout, je me dis toujours, vraiment, j'ai été très flippée comme adolescente, très anxieuse, justement, très peur de ne pas arriver à être actrice, et que si quelqu'un était venu me dire, une voyante, ou je ne sais pas, t'inquiète pas, ça va, j'aurais peut-être eu une adolescence un peu plus décontractée, alors que autant mon enfance, je voudrais bien la revivre, mais l'adolescence, et j'ai une adolescence qui a duré très longtemps, je dirais, entre 12 et 22 ans, ça, non, ça, c'est pas des très bons souvenirs. Ça. Et la sérénité, elle est arrivée il y a quelques années, en fait. Oh oui, oui, parce que tout le début de ma carrière, j'étais très anxieuse que ça s'arrête, j'étais très tendue. Donc là, oui, c'est depuis que j'ai des enfants que je pense que je me suis calmée, et puis le succès aussi. 2 petites filles qu'on salue au passage. Vous leur dites bonjour? Bonjour. Bonjour aussi Alice et Marie. Merci beaucoup Anne. Merci. Il paraît que le rire est meilleur que la prière pour le salut de l'âme. Alors pour mon invitée, pas de souci, elle pratique et le rire et la prière avec ferveur. Elle est croyante et ne s'en cache pas. Anne Roumanoff, le rire est-il meilleur que la prière pour le salut de l'âme? Non, je pense pas, non. Je pense que c'est quand même mieux de prier. Au moins. Si on peut prier et rire, c'est bien, mais je veux dire, il y a des fois dans le rire, il y a aussi des fois un côté cynique. Il y a rire et rire, on peut rire aussi. Il y a le rire qui détruit, on peut rire de quelqu'un. C'est pas le rire méchant, c'est pas ça que je veux dire, mais on peut rire en cassant les gens, et ça, je trouve pas que c'est très. Je crois pas que ce soit bon pour l'âme. En tout cas, c'est pas du tout le rire que vous pratiquez. Enfin, ceux qui ont vu vos spectacles le savent. Vous priez réellement tous les soirs? Je prie un petit peu. Je suis pas une grande prieuse non plus, mais je fais avant de rentrer en scène, je fais une petite prière. Ouais. C'est peut-être plus par superstition alors ou... Non. Vous ne mélangez pas les choses quand même? Non. Ah non, non, par superstition, non. Parce que... Vous savez, comme les footballeurs qui se signent avant de... Non, j'espère que pour moi c'est important, et depuis que je prie, je joue mieux. Mais oui, ça fait 2-3 ans que je fais ça, mais ouais. Depuis que vous priez, vous jouez? Avant de jouer, oui, parce que c'est aussi une manière de se relier à quelque chose de plus profond et savoir pourquoi on fait les choses. C'est-à-dire, dans le fait de jouer sur scène, aller sur scène et faire rire les gens, il y a aussi un côté narcissique. Je suis seule en scène, on peut voir ça comme ça. Je suis seule en scène, les gens viennent me voir moi, je suis formidable. Ça, c'est le côté superficiel des choses et c'est pas très intéressant. Et si on est là-dedans, je pense pas qu'on peut donner quelque chose au public. Enfin, alors que si on dit... je donne de la joie aux gens et je leur fais oublier leurs soucis. Et merci mon Dieu de m'avoir donné ce talent de faire ça. Je trouve qu'on est déjà dans une démarche plus profonde, on est plus en contact avec quelque chose de plus intéressant. Et moi, je pense que quand je suis sur scène, c'est quelque chose qui passe par moi. C'est pas moi qui fais... Enfin, c'est pas ça. En même temps, si je dis ça, ça peut faire genre, oui, je suis habitée d'une force. C'est pas ça non plus. Mais je pense que dans les artistes, quand on donne des choses intéressantes au public, il y a une autre dimension. Il y a quelque chose qui passe à travers nous. Mais c'est pas, je sais pas que c'est Dieu qui passe à travers nous, mais quelque chose de plus profond qui nous échappe. Et c'est ça, quand on dit d'un artiste qu'il est grand, on dit un grand artiste, un grand musicien, un grand danseur, une grande chanteuse, quand tout d'un coup... ou un grand peintre, c'est quand tout d'un coup on peint et il y a quelque chose d'inexplicable et qui nous échappe, qui passe. C'est-à-dire, un artiste, c'est intéressant si on maîtrise les choses, donc il y a beaucoup de travail pour maîtriser les choses, et aussi ce truc qui échappe, qui passe à travers. Et qui jaillit. Oui, qui jaillit et on ne sait pas d'où ça vient. Cette foi, vous l'avez reçue à la naissance? C'est un cadeau de naissance? Vous avez grandi avec? Ou non, pas du tout. Plus tard? Non. Moi, en plus, la religion, c'est un peu compliqué dans ma famille parce que j'ai des grands-parents juifs. J'ai une grand-mère juive qui a épousé un catholique. Donc déjà, elle a eu beaucoup de problèmes avec sa famille. Elle a été reniée. Enfin, c'était un gros problème. Après, mes parents, eux, ils étaient tous les deux juifs, mais ils n'ont jamais pratiqué. Ils ont été en Inde, ils ont eu un gourou en Inde, donc ils ont fait un travail spirituel mais avec un gourou.
Et donc, moi, j'étais pas baptisée, j'avais des complexes parce que toutes mes copines elles allaient à l'aumônerie et puis il se passait des trucs super avec les garçons. En plus. Il y avait des week-ends terribles. Enfin, j'avais en plus, évidemment, comme j'y allais pas, quand elles en parlaient, j'avais l'impression que c'était merveilleux. Puis moi, j'étais pas là-dedans. Et puis, j'étais pas non plus dans la communauté juive du lycée non plus. J'étais un peu dans un no man's land. Et je disais que j'étais athée, quoi. Et en fait, c'est venu parce que mon mari est très, très catholique, pratiquant, il a une grande foi et c'est lui qui m'a amenée vers ça. Mais je pourrais... Ça choque si je dis ça, mais je me disais que si j'avais épousé un juif pratiquant, je serais devenue juive, c'est sûr. Là, je ne suis pas vraiment devenue catholique puisque je ne suis pas encore baptisée. Pas encore. Ça pouvait pas. Non, parce que j'ai dit que je me ferais baptiser s'il arrêtait de fumer pendant 3 ans. Et là, il a arrêté déjà depuis 1 an. Donc, dans 2 ans, normalement, je vais devoir me faire baptiser pour tenir ma parole. Donc, j'imagine que la démarche est quand même plus profonde que ça. Bien sûr, mais vous y pensez réellement? Oui, parce que oui, c'est important pour moi. Oui, c'est important. Mais en même temps, pour moi, l'important, c'est de croire en Dieu. Pour moi, la religion, c'est un détail, la religion qu'on choisit. Je veux dire que pour moi, il y a autant de différences entre des intégristes de quelque religion qu'ils soient, et voilà, et c'est dangereux, et des gens croyants avec une pratique religieuse qui sont tolérants. Je trouve que peu importe la religion, pour moi, c'est vraiment un détail, ça. Et une fois, j'ai eu des problèmes parce que j'ai donné une interview pour un journal juif où j'ai parlé de mes origines en disant que j'allais à la messe. Alors là, ça a fait tout un scandale et je me suis fait engueuler. Mais en même temps, c'est compliqué pour moi de parler de religion parce que j'ai une foi qui est quelque chose de personnel et puis c'est pas juste prier ma foi, c'est aussi justement croire à certaines valeurs. Et ce que je trouve aussi très intéressant dans la religion catholique, qu'il n'y a pas dans la religion juive, encore une fois, je suis pas spécialiste, mais c'est la notion de pardon. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très très intéressant. Et de pas garder la rancœur, d'arriver à pardonner, le don et le pardon. Ça, c'est deux notions que je trouve vraiment formidables, quoi. Et le don, le pardon et la prière. C'est les 3 choses que j'ai retenues là. Alors, c'est peut-être extrêmement schématique et je m'excuse auprès des gens qui sont plus pointus que moi, mais pour moi, c'est les 3 choses qui m'apportent. C'est le don, le pardon et la prière, si je devais résumer. Et après, une certaine droiture dans le comportement, quoi, voilà. Si vous pouviez vous adresser à Dieu avec l'assurance qu'il vous réponde, vous lui diriez quoi? Ça me gêne. Non. Ça vous gêne? Ça me gêne. Si je m'adresse, c'est à l'intérieur et il faut que personne n'entende. Et puis on n'a pas besoin d'attendre une réponse pour s'adresser. C'est superficiel comme question, excusez-moi. Vous avez raison de le dire. Je vous remercie beaucoup, Anne. Lorsque j'ai demandé à mon invitée de choisir une valeur à laquelle elle tient et dont elle aimerait nous parler, la réponse a fusé. La franchise. C'est votre dernier mot, Anne? C'est mon dernier mot, a-t-elle répondu. Enfin, le dernier, pas complètement, parce qu'il faut quand même qu'on parle de la franchise 7 minutes, Anne Roumanoff. La franchise, oui, c'est vrai, ça a fusé. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très direct et je dis les choses. Alors, des fois, ça m'a posé des problèmes parce que je suis trop directe, je dis ce que je pense. Et j'ai un peu de mal avec les gens qui sont faux, quoi. C'est-à-dire, une hypocrisie est nécessaire à la société. On ne peut pas vivre non plus sans un minimum d'hypocrisie. Mais il y a fausseté et fausseté, quoi. Et il y a aussi la franchise déjà par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Enfin, pour moi, c'est important, ça. Oui. Quand vous dites que l'hypocrisie est nécessaire, il y a peut-être une marge quand même entre l'hypocrisie et le fait d'arrondir les angles. Oui, non, mais arrondir les angles, oui, on ne peut pas non plus, je veux dire, oui, il faut que la vérité soit supportable, et bien sûr. Oui. Mais moi, j'aime beaucoup les gens qui sont directs comme moi, et pour moi, c'est important, dans mes amis, dans les gens qui m'entourent. Pour moi, c'est important, ça. Ça veut dire que vous ne ménagez pas la susceptibilité de vos amis, enfin de ceux que vous rencontrez? Si, maintenant, j'ai Vous avez mis de l'eau dans votre vin? Ah oui, j'ai appris à le faire. Oui, j'ai appris à le faire pour ne pas blesser les gens. Mais j'ai quand même une tendance à être très directe, quoi. Si je me laisse aller à ma nature, je vais franchement dire les choses, quoi. Ouais. Si ça va pas, s'il y a un problème, je ne suis pas du genre à souffrir en silence et ne rien dire. C'est plus pour vous libérer, en fait
Oui, il y a ça, et puis aussi ça m'énerve des fois de voir. J'aurais pas pu être diplomate, clairement. Quoi. Le côté. On dit voilà, toc, voilà, c'est comme ça. C'est une nature, ça, quand même. Et oui, c'est clair. Clairement. Toc, oui, on dit pof, et au moins on sait à qui on a affaire, quoi. Et justement, quand vous rencontrez quelqu'un, vous arrivez tout de suite à voir si cette personne va être fausse ou peut-être attendre quelque chose de vous parce que vous êtes quelqu'un de populaire, parce que vous êtes connu, parce que voilà quoi. Vous arrivez tout de suite à déterminer Non, ça? pas tout de suite. Ah, donc vous faites avoir. Non, mais si je pense avoir une assez bonne intuition sur les gens, mais maintenant je peux me tromper, mais c'est pas instantané. Voilà, il y a des gens, ils savent tout de suite. Paf. Moi, non, j'ai pas cette instantanéité-là. Mais je sens quand même. Et j'essaye quand même de... Et c'est vrai que plus on a du succès, plus il y a des gens qui viennent vers vous pour des mauvaises raisons, ça c'est sûr. Ouais. Et est-ce qu'il est difficile de rester franche quand on est peut-être soi-même, on traverse tous des périodes de doute, est-ce qu'on arrive quand même à rester quand même franc, honnête, sincère c'est pas forcément évident quoi, quand on doute soi-même. Est-ce qu'on arrive encore à dire les choses aux gens et en se disant ça va peut-être me coûter ma carrière Ah non, bah, si ça me coûte ma carrière, je ne dis pas. Ah bon, non, mais maintenant j'ai appris à composer. Hein. Oh là là, j'ai fait d'énormes progrès. J'arrive à faire semblant maintenant. Avant, c'était impossible. Et en plus, j'ai un problème, j'ai un visage hyper expressif. Donc, oui. Oui, non, mais mettons si je suis contrariée ou si j'aime pas quelqu'un. Si je fais pas attention, ça se voit, et ça se voit pas un peu, ça se voit beaucoup. Ça ressemble à quoi quand vous êtes contrarié? Bah, attends, avant, c'est... Ah ouais. Non, mais arrêtez de me regarder comme ça. Donc vous voyez, voilà. Et non, mais maintenant j'arrive à faire semblant. Hein. Maintenant, quelqu'un que je déteste, maintenant j'arrive à faire bonjour, ça va. Allez quand même. Mais je suis pas dupe, au fond de moi, je suis pas dupe, quoi. Je vais vous citer une citation, je vais vous lire une citation de Benny Hill. Artiste comique, donc, voilà ce qu'est le show business, un sincère manque de sincérité. Franchise, sincérité, vous êtes assez d'accord avec ça? Mais il faut vraiment, moi je fais vraiment une différence entre les gens qui sont des artistes qu'on rencontre, et en général quand on rencontre des artistes, c'est quand même des gens qui créent des choses, et puis il y a tous ces gens qui sont autour des artistes, qu'on appelle justement le show business. Alors ça va du producteur à l'attaché de presse, à l'assistante de l'émission, enfin tout. Alors, et il y a aussi, dans ce monde-là, il y a les techniciens, les gens qui font les choses. Eux, en général, sont des gens ils ont un savoir-faire, ils font un travail. En fait, c'est tous les gens... le problème vient souvent de tous ces gens qui sont autour, qui n'ont pas vraiment de savoir-faire, qui sont là par hasard ou parce qu'ils ont voulu être là, mais qui n'ont pas de vraies compétences artistiques bien souvent. Et alors, tous ces gens-là, évidemment, pour exister, ils ont besoin de faire des potins, ils ont besoin de juger, de jauger, de dire du mal. Et ils tournent leur casquette aussi vite que va le vent. C'est-à-dire, tout d'un coup, vous êtes formidable, génial, je t'ai toujours adoré et tout. Et le lendemain, ils vous disent pas bonjour. C'est quand même... Et ouais, c'est plus ces gens-là, mais ça fait partie du folklore. De toute façon, dans tous les métiers, il y a je veux dire, en entreprise, c'est pas non plus un monde, une entreprise lambda. Non, il y a des gens qui veulent se flinguer, qui se détestent et qui se sourient. Il y a autant d'hypocrisie, ça fait partie du jeu social. Mais en tout cas, dans l'amitié, dans les relations familiales, tout ça, je suis quand même très attachée à la franchise, quoi. Et est-ce que vous avez une devise dans la vie? Ou une phrase que vous aimez bien? Quand on veut, on peut. Ah oui, il y a le côté chef de bande là, qui ressort. La volonté, ouais, la volonté pour moi, c'est que c'est... Bah oui, j'ai eu des obstacles quand même, je me décourage pas. J'ai un but, j'avance, je suis très volontaire. Ouais. Le rire est, paraît-il, le meilleur des médicaments. Alors, si cette allégation est vraie, mon invitée est à coup sûr l'une des spécialistes de cette discipline. Une véritable antidote à la déprime, car là où son humour passe, l'amorosité trépasse. Mais pour aller plus loin, elle a accepté d'être la marraine des journées de la Fondation Recherche Médicale pour l'édition 2003. Anne Romanoff, pourquoi avoir accepté cette mission? Donc, je répète, vous êtes la marraine des journées de la Fondation Recherche Médicale pour l'édition 2003. Pour aider à mieux faire connaître cette fondation, c'est une fondation que je n'avais jamais entendu parler avant qu'on me demande d'en être la marraine, qui existe depuis 1947
Et il y a 250 000 donateurs. Et c'est vraiment très important parce que c'est une fondation qui aide les chercheurs. Et c'est fait très sérieusement. En plus, c'est une fondation, donc tous les frais de fonctionnement sont payés par la fondation, par les intérêts. Et donc, en fait, l'argent va vraiment directement à la recherche. Et c'est très, très sérieux scientifiquement. Donc, c'est des grands scientifiques qui se réunissent. Et ils ont aidé 700 projets de recherche, 700 chercheurs à mener à bien leur recherche l'année dernière. Et c'est assez formidable. Et là, rien que pour cette année, ils en sont déjà à 1200 dossiers parce que comme l'État a coupé, pour les raisons qu'on sait, tous les crédits de la recherche, c'est devenu une des seules. Et c'est une fondation qui a très bonne réputation auprès des médecins et des chercheurs. Et donc voilà, j'essaye modestement de la faire connaître. Alors vous leur apportez votre notoriété, évidemment, c'est le but, mais est-ce que votre engagement vous oblige, je ne sais pas moi, à participer ce sont des journées en fait, donc j'imagine qu'il y a des conférences. J'ai assisté à des journées, mais c'était un peu flippant parce que j'étais à une réunion sur les maladies rares, donc c'était intéressant parce que c'est le public qui peut poser des questions aux chercheurs. C'est pas tous les jours qu'on a des grands scientifiques en face de soi et qui acceptent, parce qu'en général les docteurs, quand on les coince entre deux portes de couloir dans un hôpital, ils vous parlent à demi-mot, un truc on comprend rien. Donc là c'était intéressant cette rencontre entre le public et les chercheurs. Et en même temps, c'était un peu angoissant parce que tous les gens qui étaient là, dans le public, étaient des gens qui avaient des maladies rares. En l'occurrence, c'était sur les maladies rares. Et on s'aperçoit que justement, c'est vraiment important que la recherche progresse parce qu'il y a encore des tas de choses à trouver. La médecine a fait des progrès énormes, mais c'est vraiment loin d'être terminé. Et puis, j'ai aussi été visiter des laboratoires où officient ces chercheurs. Moi, je croyais que c'était comme dans les films, tout blanc, avec des éprouvettes, et en fait, on s'aperçoit qu'ils bossent dans des labos sales, je veux dire, là où j'étais, il y avait des vitres sales, mais ça, peu importe, mais enfin, il y a des paillasses serrés les uns contre les autres, et c'est des gens passionnés qui bossent, je sais pas, 35 heures en 2 jours, et qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, quoi, et c'est vraiment important de les aider. Vous parlez d'hôpitaux. Et ce que je voulais dire aussi, c'était important de les aider. Il y a beaucoup de petits donateurs, donc même si ceux qui nous écoutent ne peuvent que donner que 10 euros ou 20 euros, c'est très important parce qu'ils ont une multitude de petits donateurs et les petits dons font les grandes rivières. Cela méritait d'être dit. Dans les hôpitaux, il y a des associations, vous savez, de clowns notamment, qui viennent faire rire les enfants, enfin essayer de les distraire du moins. Ce sont des associations qui vous intéressent? Est-ce qu'on est déjà venu vous chercher pour les aider ou est-ce que vous-même vous dites qu'un jour vous créerez peut-être une association comme ça? Moi, je trouve ça formidable. Je sais que ça fait beaucoup de bien aux enfants, bien sûr. Et non, on m'a jamais sollicité, mais moi, en fait, j'ai vraiment un vrai problème pour aller dans les hôpitaux, mais comme beaucoup de gens d'ailleurs, en fait, en parlant. Et parce que là, j'ai un beau-père qui a été passé 3 mois en réanimation et qui d'ailleurs s'en est sorti. Et c'est des endroits où il y a une grande souffrance, et il y a des gens qui sont tous en manque d'énergie. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à traverser. Enfin, je vais peut-être trop sensible, je ne sais pas, mais même si j'essaie de regarder par terre pour ne pas voir les gens qu'il y a, on voit des gens passer avec des perfs, il y a beaucoup de gens en souffrance quand même. Hein, bon, moi, c'est toujours un des endroits où j'ai beaucoup de mal. J'y vais, bien sûr, quand j'ai des gens proches qui sont hospitalisés, etc. Mais j'ai une admiration absolument énorme pour les gens qui passent leur vie, que ce soit de l'aide-soignant à l'infirmière en passant par les médecins, je trouve, ou au personnel administratif. Enfin, vraiment, j'ai une admiration infinie pour ces gens-là, parce que je serais vraiment, s'il y a un métier que je ne serais pas capable de faire, c'est travailler dans un hôpital, à quelque poste que ce soit. Alors Anne, je vous ai demandé de choisir un texte, de nous faire partager un coup de cœur, que ce soit une chanson, un texte, de la prose, de la poésie. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? J'ai choisi un extrait du Prophète de Khalil Gibran sur le don, justement. On vous écoute. Un homme riche dit alors, « Parle-nous du don ». Il répondit, « Vous donnez peu lorsque vous ne donnez que vos biens. C'est en donnant de vous-même que vous donnez véritablement. En effet, que sont vos biens sinon des choses que vous gardez et défendez par crainte d'en avoir besoin demain? Et demain, qu'apportera demain au chien trop prudent qui enterre ses os dans le sable vierge lorsqu'il accompagne les pèlerins en marche vers la ville sainte? Et qu'est la peur du besoin sinon le besoin lui-même? La peur de la soif alors que vos puits sont remplis n'est-elle pas la soif inextinguible? Certains donnent peu de l'abondance qu'ils possèdent. Ils le donnent pour faire parler d'eux et ce souhait inavoué rend leur don impur. D'autres possèdent peu mais le donnent totalement. Ce sont ceux qui croient en la vie, en sa munificence, et leurs coffres ne sont jamais vides. D'autres encore donnent avec joie, et cette joie est leur récompense. Il y a ceux qui donnent avec peine, et cette peine est leur baptême. Enfin, il en est qui donnent et n'éprouvent nulle peine à donner, pas plus qu'ils ne recherchent la joie ou qu'ils ne donnent avec le souci d'être vertueux.
Il donne, comme le myrte là-bas dans la vallée exhale son parfum à travers l'espace. C'est par les mains des gens comme eux que Dieu s'exprime, et c'est par leurs yeux qu'il sourit à la terre. Il est bien de donner lorsqu'on vous en fait la demande, mais il est préférable de donner sans qu'on vous ait sollicité, et parce que vous en avez compris l'urgence. Pour celui qui est généreux, rechercher l'aide qui acceptera de recevoir est une joie plus grande que celle de donner. Voudriez-vous garder quoi que ce soit ? Tous vos biens seront un jour distribués. Donnez donc dès maintenant que la saison du don soit la vôtre et non celle de vos héritiers. Et je conclurai, Fondation de la recherche médicale, 54 rue de Varennes dans le 7e arrondissement, à Paris, 75 07 Paris. On pourra redonner les coordonnées pour tous ceux qui contacteront KTO d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que c'est un très beau texte, il y a d'autres très beaux textes dans Le Prophète de Khalil Gibran. C'est une merveille ce livre. C'est votre livre de chevet ? Non. Non, c'est pas mon livre de chevet, mais j'aime bien. Ouais. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous, Anne. Merci. Les humoristes sont de véritables entomologistes. Ils étudient leurs contemporains, cernent leurs travers, hument l'air du temps et sont finalement de fidèles miroirs de nos préoccupations qu'ils nous resservent sur scène dans des sketchs souvent très drôles. Parmi les thèmes qui intéressent mon invité, le temps. Anne Roumanoff, dans votre spectacle Follement Roumanoff, il y a un sketch qui détonne par rapport aux autres parce qu'il est beaucoup plus grave, il est beaucoup plus calme, moins enlevé. C'est une petite grand-mère qui est toute seule dans sa maison de retraite et qui attend la mort. C'est bien résumé ? Non, elle n'attend pas la mort, elle attend qu'on vienne la voir, mais c'est vrai qu'on elle attend un petit peu la mort quand même. On vient pas beaucoup la voir, mais comme les gens dans les maisons de retraite, hein, faut pas se leurrer non plus. Ils ont certainement, il y a des gens qui meurent, qui sont pas dans les maisons de retraite, mais dans les maisons de retraite, on a certainement plus conscience de cette attente de la mort, parce qu'on est là par définition, juste au moment où on sera plus là. Donc. Il est très court ce sketch, mais en même temps il est dense. Hein. Tout est dit entre ceux qui voient pas le temps passer, ceux qui, enfin vous en parlerez beaucoup mieux que moi. Oui, mais... non, mais c'est vrai. Ça fait très longtemps que je voulais parler du temps dans le spectacle et je savais pas. Et c'est la première fois que je m'autorise à faire quelque chose de pas drôle. Et ça dure, c'est très court. C'est un texte qui dure, je sais pas, 2 minutes. Et c'est vrai que ça plaît aux gens. Et c'est un moment comme ça, une respiration un peu plus grave dans le spectacle. Et je suis contente de l'avoir fait. C'est vrai que c'est agréable aussi parce que vous dites d'autres choses profondes, hein, mais en général de manière plus enlevée. Là, c'est le moment pas drôle, je sais pas, il y a quand même des répliques qui font mouche, mais c'est un moment très agréable. On se dit, tiens, on prend 2 secondes pour réfléchir. Parce que moi-même, je suis très préoccupée par le temps, parce que je travaille, j'ai 2 enfants, et je passe mon temps à courir après le temps. Et il y a un moment où on a envie de dire, mais attends, justement, pourquoi tout le temps se dépêcher tout le temps comme ça, quoi. Donc, c'est vrai que j'essaye, moi, de ne pas me laisser gagner par une espèce d'agitation un peu frénétique quand on a beaucoup de choses à faire en peu de temps, et puis avec mon métier, les téléphones, les machins. Les voyages ? Là-haut, les voyages, oui. Mais en ce moment, justement, j'ai coupé les sonneries de téléphone chez moi. Alors d'un côté, j'entends pas, donc je suis plus dérangée par le téléphone, mais évidemment, j'entends pas quand les gens téléphonent, c'est pas forcément la solution, mais quand même, parce que ne serait-ce que pour j'ai un enfant qui a 11 mois, c'est vrai que tout d'un coup, ces sonneries comme ça, un peu... Là, maintenant, ça clignote, donc évidemment... Si on n'est pas devant. Voilà, il y a un problème. On dit, ah, je t'ai appelé, t'es pas là. Bah si, j'étais là, mais bon, après je rappelle les gens, mais ça clignote. C'est sûr, c'est vraiment trop discret là pour le coup. Mais c'est un vrai problème cette histoire avec les téléphones portables. Et, comme ça, on rate un appel, on est là. Enfin, il y a une espèce de course après le temps dans le monde contemporain. Puis en même temps, moi, c'est vrai que quand je regarde comment je passe mon temps, je me plains de ne pas avoir assez de temps. Je voudrais écrire plus, etc. Faire plus de sport. Et en fait, par exemple, tous les jours, je trouve le temps de regarder la télé, alors que je regarde des stupidités sans nom à la télé. Je parle pas de vous qui regardez cette émission, cher public, mais je parle quand même de... Voilà. Et alors là, on trouve le temps pour regarder des conneries à la télé. Par contre, pour passer du temps à regarder son enfant jouer sans rien faire, des fois, on n'a pas le temps, quoi. Et... Mais vous êtes beaucoup dans la rentabilité. Vous militez pour la journée à 35 heures ? Non, je travaille beaucoup, ça c'est sûr, et j'aime ce que je fais, et je suis très heureuse d'être occupée tout le temps, on va dire. Mais j'essaye de... J'ai vu trop de femmes actives, complètement hystériques, et je voudrais vraiment... Enfin, mon souci est de ne pas devenir comme ça, quoi. Ou de femmes actives ou d'hommes, enfin je veux dire, qui tout d'un coup, comme ça, il est là, les portables qui sonnent, et là, on n'a pas le temps de dire bonjour, on n'a pas le temps de dire au revoir, je comprends ce que moi je suis pressée. Et moi, je trouve qu'on peut vite tomber là-dedans, quoi.
Parce que tout d'un coup, là, il y a un rendez-vous et on est en retard, il faut être à l'heure. Et j'essaye d'être vraiment vigilante, même quand j'ai des journées très très pleines, même de 6h du matin à 1h du matin. J'essaye d'avoir toujours le temps de dire bonjour, de préserver des petits moments comme ça. Comme ça, qui sont importants aussi, parce que sinon, on est quoi en cours, après on meurt. Donc. Alors justement, on meurt, parce que parler du temps, c'est parler du futur, et c'est forcément parler de la mort. Ça vous arrive de penser au jour où tout s'arrêtera? Ça vous effraie ce moment-là? Où mon métier s'arrêtera ou la mort arrivera? Plus que le métier, ce coup-ci, la vie. Oui, enfin moi, franchement, ce qui me fait plus peur, c'est la mort de mes proches. Des autres? Oui, ça c'est plus quelque chose qui me La met... vôtre, pas trop? Non, qui peut dire j'ai pas peur de la mort? Tout le monde, mais je veux dire, si j'ai des angoisses, c'est plus la mort des gens que j'aime. Ça me paraît plus dur, quoi. Et alors, là, c'était le futur, on peut parler du passé. Si vous aviez dû vivre dans une autre époque, un autre temps, vous avez une idée de l'époque qui vous aurait intéressé? Il y a plein d'époques qui m'auraient intéressée, mais tout dépend en tant que quoi, par exemple. Dites, c'est vous qui choisissez. Non, mais j'aurais voulu être princesse, mais à n'importe quelle époque, en fait. Mais c'est pas une époque particulière. Voilà, mais par contre, on dit, oh, la Renaissance, ça m'aurait fait rêver. Parce que les gens, quand ils disent ça, ils se voient toujours dans un château avec des chevaliers à leurs pieds. Mais la Renaissance, si vous êtes dans un champ et que vous fauchez, c'est pas très marrant, quoi. Donc, ouais, princesse à n'importe quelle époque. Princesse à n'importe quelle époque, et dans de très bonnes conditions. Voilà. Et... sans guerre. Sans guerre, sans trop de... Voilà. Ça existait, ça, des périodes... Oui, il y a quand même eu. Même là... Des périodes sans guerre? Sans guerre, oui, il y en a eu. Ah bon? Oui. Dans quel pays? Mais si vous voulez que je choisisse une époque, oui. Ouais. Est-ce que, je voudrais revenir un peu au sketch dont on parlait au début. Vous avez donc fait ce sketch avec cette dame qui, je le répète et je signe et je persiste, attend la mort dans sa maison de retraite. C'est quelque chose avec la canicule qu'il y a pu avoir en été, c'est quelque chose qui vous a encore plus travaillé? Ça peut redonner lieu à d'autres sketchs ou peut-être un autre angle? Je sais pas, c'est un sketch que j'ai fait justement avant la canicule, avant tout ça. Je connais une vieille dame dans une maison de retraite que je ne vais pas voir souvent, qui n'est pas de ma famille, à qui j'essaie des fois de téléphoner, mais j'ai été une fois et il y avait, elle voulait pas, il y avait des activités, elle ne voulait pas descendre et je l'ai accompagnée. En plus, je devais partir, il y avait encore un problème de temps parce que je ne pouvais pas rester très longtemps d'ailleurs, c'était peut-être un tort. Et on est descendu et il y avait un monsieur qui faisait une animation, il y a une petite scène, il y avait donc des vieilles dames, c'est plus des femmes qui étaient là. Et c'était un artiste, je ne sais pas, c'était pas un grand artiste, mais il y a eu un moment de grâce. Il a chanté, il jouait du violon et il y avait ces vieilles dames qui étaient là dans la salle et qui chantaient avec lui. Et j'étais... moi, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Le temps s'est arrêté, là, pour le coup. Ah oui. C'était un moment... J'ai été dans des concerts dans ma vie, là. Et ce moment-là, dans cette maison de retraite-là, c'était en plein après-midi, à 3h de l'après-midi. Et alors, le pire, c'est que la vieille dame avec qui j'étais, elle me dit « Oh, on remonte !» Elle m'a dit « On remonte !» Alors, j'ai dit « Mais Annie, je dois partir à ce soir. »« Ah non, je reste pas là toute seule, alors on remonte-moi dans ma chambre. » Et là, c'était vraiment le retour à la réalité. Et les autres vieilles dames, j'ai fait « Chut, voyons !» J'avais honte par rapport à l'artiste qui était sur scène de devoir partir. Je ne pouvais pas faire autrement. Et voilà, des fois, on n'a pas le temps pour des choses importantes comme ça, quoi. Je vous ai demandé d'apporter un objet auquel vous teniez, ou que vous détestiez au contraire. Je crois que vous avez apporté un objet auquel vous tenez plus particulièrement. C'est mon alliance. Et là, voilà, toute simple, hein? Ouais. Très, très simple. Ouais. C'est un jonc en or, en fait. Voilà. Vous pouvez nous la remontrer un petit peu pour qu'on puisse la voir? Voilà. Je suis mariée. Ça, c'est une sacrée fierté. Oui, c'est un objet qui me quitte jamais, sauf quand je vais sur scène, je l'enlève. Et sinon, voilà. Et pourquoi cet objet? Donc, vous avez voulu parler de cet objet-là précisément? Il symbolise votre bonheur? Une collection Harlequin, il symbolise votre bonheur. Non, pas du tout. C'est un objet de souffrance. Non. Parce que c'est un objet auquel c'est pas un objet, c'est plus qu'un objet, c'est quelque chose auquel je suis attachée. C'est simple. Voilà. Ce que je disais, c'est un symbole. Voilà. J'y arrive. Ça me plaît. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Très bien. Alors on ne s'étendra pas plus longtemps. Merci beaucoup, Anne. Depuis toute
petite, mon invitée n'appartient à aucune catégorie. Incapable de se sentir membre d'eux, elle a pris le contre-pied de ce qu'elle a longtemps considéré comme un problème en décidant d'explorer tout, d'être multiple. Anne Roumanoff, y a-t-il plusieurs Anne Roumanoff? Ça, c'est une question de journaliste. Oui, non, mais c'est vrai, j'ai toujours un souci avec ça, d'avoir l'impression de ne pas appartenir à une classe sociale précise. Et donc, je pense que dans ce que je fais sur scène, de rentrer des sketchs où je vais dans plusieurs classes sociales différentes, faire des personnages, c'est vraiment pas innocent, ça correspond à un besoin que j'ai ressenti. Et peut-être aussi le fait de ne pas avoir la sensation d'appartenir à une classe sociale précise fait que je peux me glisser dans toutes ces classes sociales-là, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de juger les gens quand on... Parce que vous les étudiez, ces gens-là, vous êtes très observatrice. Il n'y a pas un danger de les juger un petit peu quand même? Ah non, vraiment pas. Non. Je le fais avec beaucoup de... Enfin, j'essaye en tout cas, j'espère, mais avec beaucoup d'amour quand même. C'est-à-dire que même quand je décris des gens pas très agréables, dans ma manière de travailler les personnages, pour moi, il y a de l'amour, quoi. Même si ils sont gratinés, ils sont des fois bornés, ils sont des fois bêtes, ils ont plein de défauts, ils sont humains, tout simplement. Mais je dis pas... Pour moi, quand je montre un personnage sur scène, je dis pas « Regardez comme cette personne est abrutie ». Jamais. C'est regarder comment cette personne ne peut pas faire autrement que d'être ce qu'elle est et comment elle est prisonnière d'un environnement. Ça me passionne. De comprendre pourquoi quelqu'un est comme ça, de rentrer à l'intérieur de la personne et de faire sentir au public pourquoi cette personne est comme ça. Et d'aider la personne à mieux aimer ces gens-là quand il les rencontre. Le fait d'être multiple, donc ça vous travaille depuis quand même toute petite. Toute petite, vous vouliez être le plus banal possible, avoir des parents divorcés, parce que toutes vos copines avaient des parents divorcés. Vous vouliez vraiment vous fondre dans la masse, quoi. Oui, c'est assez bizarre, mais j'ai toujours la volonté, l'envie d'être comme tout le monde, de me fondre dans le moule. Et je n'arrivais pas. J'essayais de copier à leur adolescence. Évidemment, je suis passée par tous les styles vestimentaires, le style des halles, avec des... À l'époque, c'était des chemises... je me rappelle, j'avais acheté une veste d'homme taille 46 ou 54 qui m'arrivait aux genoux, des chaussures un peu pointues. Voilà. Avant, j'avais été baba cool avec des sabots et le foulard indien. Après, carrément, après la mode Léal, j'ai fait la petite minette. C'était à l'époque le magasin de jazz, j'avais un bandana, je me rappelle un jean, des petits mocassins indiens, la mobilette avec le casque. Après, je suis rentrée à Sciences Po, c'était carrément BCBG, alors Burberry's, petit collier de perles, alors je l'avais acheté au prix unique. Après, dans les cours de théâtre, c'était le côté ouais, comme ça, donc voilà, cool, voilà, on lisait Libé, tout ça. Ouais. Et j'ai toujours eu un peu... mais par contre, c'était un peu la pauvre fille qui suivait les tendances, mais j'arrivais pas, quoi. C'est-à-dire que je copiais, mais maladroitement, et j'arrivais pas. Vous connaissez cette fameuse phrase « Vouloir être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte ». Oui, c'était ça. C'est une très bonne phrase. Et puis c'est quand j'ai renoncé finalement à ressembler aux autres, que ça a été bien, quoi. Peut-être aussi au même moment où vous avez commencé à interpréter d'autres personnages et à trouver votre place dans la peau des autres. Et multiple aussi, j'ai choisi ça parce que multiple, c'est aussi des vies multiples, c'est-à-dire que femme, mère. Non, mais c'est vrai. La scène, et puis tout ce qu'il y a aussi en dehors. Enfin, c'est plein de petites existences qui, des fois, sont en parallèle et qu'il faut faire cohabiter ensemble. C'est pas toujours simple. Ça veut dire quoi? Vous considérez que vous avez une double vie? Non, pas une double vie, mais je veux dire que quand je suis avec mes enfants, et voilà, c'est pas toujours facile l'étanchéité. Et puis des fois, c'est pas forcé que ce soit bien qu'il y ait de l'étanchéité entre différentes existences, mais c'est pas forcément. Je pense, enfin, c'est pas pour faire un, mais je pense que c'est plus facile pour un homme d'être père de famille et d'avoir un métier. Ça, c'est parce que la femme, elle fait. Elle fait, allez-y. Elle fait, voilà, l'intendance, les machins. Et... C'est un message pour votre mari? Non. Philippe, si vous nous écoutez. Non, je crois pas que j'aimerais un mari comme ça. Non, pas du tout. Mais et puis moi, j'aime beaucoup m'occuper de mes enfants, passer du temps et toutes les choses concrètes qu'il y a avec des enfants à gérer. Tout ça, j'aime beaucoup ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est beaucoup de choses, quoi. Chaque vie ne se suffit pas à elle-même. Vous ne pourriez pas être qu'avec vos enfants, même que vous ne pourriez pas être que sur scène. D'ailleurs, quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, il y a un moment, je sais pas, à 5-6 mois de grossesse, je ne pouvais plus trop travailler. À un moment, il faut s'arrêter quand même, il faut se calmer. Et c'est vrai que j'ai fait je faisais la cuisine pour mon mari le soir, j'attendais ma fille tous les soirs à la sortie d'école.
Et là, à un moment, je devenais neurasthénique, quoi, quand même. C'est-à-dire qu'au début, je trouvais ça vachement sympa, que j'étais très disponible, j'étais là tous les soirs. Et là, au bout d'un moment, ça me pesait, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'elles ont comme mérite, ces femmes qui font ça? Parce que moi, je ne supporterais pas. Et de même manière que si j'avais ce succès que j'ai dans mon métier, mais sans avoir de famille, je pense que je serais très malheureuse. Aussi. Donc les deux. Finalement, l'un se nourrit de l'autre. Ouais, ouais. C'est comme ça que vous arrivez à votre équilibre. Un certain équilibre. Ouais. Ah, c'est pas certain. C'est déséquilibre, équilibré, mais oui, quand même. Ah, vous faites très équilibré comme ça. ça. Oh, merci. Oui, mais là, je suis pas naturelle, je suis à la télé. Hein. C'est vrai, vous n'êtes pas naturelle? Non. Non, enfin, je veux dire. Quand vous faites non, j'espère, parce que non. Non, mais je veux dire, à la télé, on fait quand même des efforts, on est maquillé, on n'est pas naturel. Ouais. Bah justement, alors l'émission se termine. Avez-vous été vous-même? Oui, parce que vous êtes assez forte pour tirer les verres du nez aux gens. J'ai raconté des trucs. Non, c'est vrai. Oui, je pense. J'espère. Ouais. Bon, bah c'est gentil alors. Moi, je vais vous remercier beaucoup pour votre gentillesse. Bon, vous êtes connu dans le métier pour votre gentillesse, mais au moins on a pu la tester en direct. Merci beaucoup d'être venu. On vous souhaite quoi? Que tout aille bien. D'accord. Et vous claquerez 2 grosses bises à vos filles sur chaque joue de votre fille de notre part. Merci. Merci beaucoup, Anne. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.